posées par le gouvernement semblent être la bénédiction divine entre parenthèses ou bien parole des Bibles, parole d'évangile. Donc ce n'est pas acceptable. Et toutes ces presses-là, vous verrez que au terme de l'exercice d'un pouvoir, font un volte-face terrible. Ils partent du tout au tout. Il m'en souvient encore des gens qui adulaient les présidents Mobutu à l'époque et qui du jour au lendemain ont commencé à nous faire des déclarations du genre écoutez, j'étais amené, j'avais pas le choix. Non, on a toujours le choix dans la vie. On a toujours les choix. Soit on ne fait rien, on se tait, on part. On laisse à ceux qui ont les ambitions d'être corrompus facilement de pouvoir continuer à gouverner ces types de situations. Mais notre presse, malheureusement, n'a pas démontré cette capacité-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a des compatriotes qui ont été massacrés, qui ont été tués. Il y a encore dernièrement, il y a eu un journaliste qui aurait été tué dans les Kivu. Ça existe, j'ai très bien, il y a des particularités, il y a des exceptions. C'est une réalité. Je ne peux pas non plus passer outre cet aspect-là. Néanmoins, en général, nous assistons, il suffit d'aller dans le média, aussi bien sur Internet que bon, la presse écrite, y compris à la télévision. J'étais à Kinshasa, j'ai vu, c'était aberrant. La télévision est devenue un endroit où les mensonges prennent les pas sur la réalité. Et maintenant, c'est-à-dire les gens qui sont au pouvoir, la presse est liée aux gens qui sont au pouvoir ou dans l'amusement en général, puisque bon, entre parenthèses aussi, je ne sais pas si vous aurez le temps de revenir là-dessus, où je parle des barons de la société congolaise aujourd'hui qui sont devenus, enfin les amuseurs publics sont devenus les barons de la société congolaise et la presse autour d'eux. Et d'ailleurs avec des plages entières comme ça de la télévision qui peuvent vous prendre une semaine entière où on parle d'un point mais banal de l'amusement qui prend pas sur la réalité quotidienne. Voilà un peu en gros. Alors, comment faire prendre conscience à la population? Puisque quand j'évoque le fait dans les livres qu'il faut absolument une révolution, non seulement de la mentalité, mais en même temps par rapport, comment dirais-je, à la liberté telle que je la conçois, et comment il faut la prendre à bras le corps pour pouvoir changer la façon de pouvoir vivre dans un État, mais ça passe par la presse entre autres. Mais si cette presse-là ne peut pas comprendre qu'effectivement les saluts de la population passeraient par les mécanismes d'information qu'eux donnent, ben, on ne s'en sortira pas. Alors, c'est pour ça que je l'accuse. Quelle serait pour vous, et surtout, je m'adresse là à M. Jean-Pierre Samba, la base morale qui ouvrirait droit à l'établissement d'un ordre juridique et politique différent? Si le tableau que nous sommes en train de brosser maintenant, en touchant toutes les notions de liberté, de responsabilité, de presse et tout, nous démontre par A plus B que la société congolaise, la société africaine est pourrie, et alors, quelle serait cette base morale d'un nouveau départ pour instaurer ou établir un nouvel ordre politique et juridique? Le soubassement d'un ordre juridique et étatique digne de ce nom dans un pays comme le Congo, dans le contexte qui nous occupe actuellement, passe par le changement radical de nos mentalités. Je ne pense pas qu'il y ait une autre formule pour que nous puissions nous en sortir. La situation a pris, n'est-ce pas, des proportions qui sont démesurées, au point où nous risquons, au regard, n'est-ce pas, de ce que nous vivons, de soigner, n'est-ce pas, des symptômes au lieu de soigner la véritable cause qui engendre la pathologie. On parle ici de la presse, mais ce qu'il faut s'y retenir, c'est le caractère, n'est-ce pas, prédateur même de certains organes de presse. Parce que, Monsieur Boukata, vous devez savoir qu'il y a une différence aussi dans toutes ces choses ici. Nous parlons de la presse, nous parlons aussi du journalisme. La presse, ça existe. La presse existe. Mais moi, j'aurais souhaité franchement que nous nous apaisantissions sur le journalisme. Parce qu'aujourd'hui, au Congo, d'où je reviens d'ailleurs, il n'y a pas tout ce que j'ai constaté, c'est que les gens font du journalisme, n'est-ce pas, de subsistance. Ils recherchent par tous les moyens comment attraper quelque chose à mettre sous la dent, à partager avec le rédacteur en chef, à partager avec l'éditeur, à partager avec qui que ce soit. Mais l'information elle-même, qui devrait... Je crains que nous tombions ici dans une sorte de généralisation abusive, parce que il me souvient qu'au Cameroun, Le Messager est un journal de qualité. Et je crois qu'il y en a aussi au Congo. Et il y a des journalistes de qualité qui ne se laissent pas corrompre. Est-ce qu'on peut dire que tout le monde aujourd'hui est nourri à cette sauce-là? Non, mais le problème, c'est de savoir d'abord à quelle presse tu t'identifies. Parce que nous vivons des clivages dans ces pays. Nous vivons des clivages. Et en vivant ces clivages, les gens soit se penchent du côté d'un journal,
dans lesquels ils se reconnaissent et pas dans un autre. Et les informations qui sont diffusées dans tel organe de presse, ça peut être des bonnes informations susceptibles, n'est-ce pas, de permettre au pays d'avancer, de décoller. Mais étant donné qu'il y a une certaine animosité vis-à-vis de ces organes de presse, vis-à-vis de ces journalistes, le problème c'est quoi? Le problème c'est que les gens se jettent corps et âme aux organes de presse dans lesquels ils se reconnaissent et faisant en sorte qu'il y ait parfois la désinformation ou bien la sous-information. Et c'est ça le grand problème. Parce que pour arriver à établir un nouvel ordre politique dans ces pays, comme je disais, mon cher ami, les acteurs politiques qui sont dans ces pays doivent développer la communication. C'est aussi le rôle qu'ils doivent jouer en première position. Et pour qu'ils prennent conscience du fait que nous devons jouer ces rôles-là, de communiquer, d'informer, de former la population, les masses. Mais je pense que la première des étapes consiste à ce que chacun, dans sa petite sphère, n'est-ce pas, individuelle, puisse d'abord faire un grand travail de changement radical de sa mentalité. De deux, nous devons faire aussi un effort à tous les niveaux de nous décomplexer. Parce que quand on parle d'une part de la liberté, quand on parle de la presse qui ne dit pas la vérité ou bien qui essaie tout simplement de trahir ou bien de corrompre cette vérité, mais en somme, où est-ce que ça nous amène? Ça nous amène tout simplement à dire que nous ne sommes pas encore ce peuple libre. Pourquoi pas un peuple libre? Peut-être parce que nous n'avons pas de l'information, nous n'avons pas de la formation, et raison pour laquelle, on est obligé parfois d'accepter certaines violations pour dire que oui, c'est tout à fait normal. Et là, je vais vous faire rire, mon cher ami. Je me retrouve à Goma, dans le Nord Kivu, où je devais animer un séminaire, n'est-ce pas, sur la défense des droits humains. Je me retrouve dans un village qui s'appelle Djomba, où on a au moins 500 personnes dans la salle, des vieillards, pieds nus, avec un bâton à main. Ces gens sont venus pour écouter les promesses sur les droits humains. On leur parle qu'ils peuvent eux-mêmes défendre leurs propres droits. Mais les gens sursautent dans la salle pour dire, mais est-ce que c'est possible? Un militaire qui se pointe là-bas avec son fusil, toi tu peux défendre ton droit. Mais je dis, mais voilà, le grand problème dans ces pays, c'est qu'il y a l'ignorance qui est à la base, même, n'est-ce pas, du scandale que nous connaissons, sur le plan social, sur le plan humain. Je veux dire, un peuple qui est ignorant, c'est un peuple qui est esclave. C'est un peuple qui ne pourra jamais être libre. Alors, et le travail consiste à ce que... Je vous entends bien, mais Monsieur Jean-Pierre Samba, et là je vais même me tourner vers Monsieur Giscard Eteki, pour savoir si, après tout cela, ne faudrait-il pas une nouvelle classe de leaders politiques africains, une nouvelle classe de leaders politiques congolais, d'après vous? Oui, mais je pense que quand nous parlons de refonder la nation, on ne peut pas refonder la nation avec la même crasse, n'est-ce pas, qui est à la base de sa dégénérescence. Il faut une nouvelle classe politique, des gens qui ont une mentalité, d'abord au départ formatée, susceptible, n'est-ce pas, de privilégier l'intérêt supérieur de la nation, défendre la nation sans tenir compte des injonctions extérieures. À partir de ce moment, je pense que nous pouvons prendre un autre départ. Mais si nous allons aujourd'hui changer de pansement sans pour autant nettoyer la plaie et remettre un autre pansement au-dessus, mais moi je pense que la conséquence finale, ça sera le gangrène qui va s'installer. Merci beaucoup, Monsieur Giscard. Je vous remercie. Je voudrais, avant de répondre à la question qui m'est précisément posée, revenir un peu sur la question qui a été abordée préalablement, la question de la presse. La presse, oui. Écoutez, moi je pense que, contrairement à ce que les uns et les autres ont soutenu, il est de nature même dans le champ politique que la presse se positionne idéologiquement. Je veux dire, ça n'a en soi, ce n'est porteur en soi d'aucun mal. Mais la difficulté dont souffre le journalisme aujourd'hui, que ce soit au Congo ou au Cameroun et d'ailleurs partout en Afrique, c'est une question d'amateurisme assez avancé. Je veux dire, il y a très peu de professionnels dans ce métier, il y a très peu de responsables, il n'y a véritablement pas de déontologie, à mes yeux. J'emprunte le propos de monsieur tantôt, il parlait d'un journalisme de subsistance. Et j'insiste là-dessus, il s'agit effectivement d'un journalisme de subsistance économique, j'irai même plus loin. On perçoit souvent des pratiques journalistiques qui empruntent des raccourcis assez dangereux, qui seraient même de nature à remettre en cause l'unité et la cohésion du pays.
Mais ceci dit, il faut retenir que le journalisme en soi est un outil de combat dans le combat politique. Hein. Je veux dire, c'est l'information, c'est la communication qui est de nature à inférer les opinions. Donc maintenant, je pense que j'ai apporté un relatif éclairci sur la question de la presse. Revenons-en maintenant à la question de la classe politique. On peut observer, j'observe d'ailleurs, et j'invite tous les interlocuteurs ici à faire le même constat que moi, que la classe politique qui a dirigé nos États respectifs après la décolonisation a manifestement fait l'objet d'une gestion extrêmement gabégique. Aujourd'hui, on le voit. Je veux dire, si on fait une espèce d'historique de nos nations respectives, de la décolonisation à ce jour, on constate malheureusement que c'est une calamité. Bon, est-ce que la faute pourrait être attribuée à la classe dirigeante? Là est une question. On peut ouvrir une piste de réflexion. Est-ce que la faute est une relation de subordination que nos pays respectifs ont eu vis-à-vis de ceux-mêmes qui nous ont colonisés? Là, c'est une autre piste de réflexion. Je pense que toutes ces questions ne peuvent malheureusement pas être tranchées d'un point de vue aussi, enfin, je me répéterai peut-être, mais on ne peut pas avoir une attitude manichéenne par rapport à la classe politique. Ce qui est certain, et d'ailleurs part d'un constat de fait, c'est un constat factuel, ceux qui nous ont dirigés depuis la décolonisation à ce jour n'ont manifestement pas été à la hauteur de leur tâche. Et il y a plusieurs raisons qui puissent l'expliquer. Je veux dire, les États, c'est d'ailleurs toute la source de la subordination de nos États africains. Elle a participé. C'est-à-dire, les Occidentaux ont commencé ce cynisme systémique au travers même du choix de ceux qui nous ont dirigés. À la tête de nos nations respectives, si vous regardez, ils ont, après les années 60, placé à la tête des gens qui avaient suffisamment de charisme pour pouvoir agréger au sein de ces grands États des intérêts diffus au sein d'une certaine unité. Mais au-delà de ce résultat, quand il a fallu véritablement construire des États modernes avec des visions pour chacun de ces États, on a vu que chacun de ces leaders est tombé dans du folklore. Je prends, malheureusement, c'est le cas le plus patent qui me vient à l'esprit, le cas de Mobutu. On a bien vu qu'après la phase de la création d'une unité autour du Congo, après on est tombé dans du folklorisme complètement absolu, parce qu'il manquait complètement de vision. Il n'avait pas autour de lui des gens suffisamment affûtés, lui-même n'avait pas une vision de ce pays-là, il n'y voyait que du folklore. Le moboutisme, comment vous appelez ça, la zaïrisation, tout ça pour moi a été une façon de distraire l'opinion, parce qu'on n'avait plus finalement rien à lui offrir. Et alors là, je rebondis pour dire, Monsieur Guillaume Mandiolo, après un tel discours, vous ne trouvez pas que la responsabilité de ces dirigeants de cette époque-là est amoindrie, parce qu'ils sont héritiers d'un système. Et passer d'un système à un autre, cela demande un courage, cela demande du temps et des moyens. Mais la grande différence, enfin la grande difficulté que j'ai ici, maintenant, M. Bokata, c'est que si on s'était collé au livre, on comprendrait mieux un peu ma procédure, en fait, mon raisonnement, la thèse que je pose. J'explique pourquoi et comment on en est arrivé là. Ce qui vient de dire Giscard correspond totalement à une partie de ce que j'ai expliqué, mais néanmoins dans les cadres de ce que j'apporte comme remède. Et je suis un peu plus corrosif, si on veut, ou un peu plus acide. Qu'est-ce que vous proposez? Vous savez, je vous ai parlé... En fait, les livres séquencés en 5 temps normalement. Dans un premier temps, j'essaie de pouvoir un peu expliquer en préambule, donc dans les chapitres préliminaires, qu'on est face à quelqu'un qui nous considère comme étant un sous-humain. Il faut prendre conscience de ça, c'est très important. Mais avec cette personne-là, on est censé pouvoir contracter ad vitam aeternam. Vous voyez déjà, on est à table avec une personne avec laquelle on doit devoir discuter, avec laquelle on doit devoir contracter, mais nous contactons avec quelqu'un qui, dès le départ, dans l'absolu, considère qu'il est supérieur et que vous êtes inférieur. De fait, tout ce qui vous appartient lui appartient dans un premier temps. Pourquoi? Parce que, il vous a assujetti en tant qu'esclave et par la suite en tant que colonisé. Et aujourd'hui, en tant que sous-humain, ex-fils de colonisé, petit-fils d'esclave. Cette mentalité est toujours d'actualité. Que faire alors? Il faut d'abord s'affirmer en tant qu'humain. Et comment on le fait? On passe par la phase de la compréhension du droit de la nature. Ça, c'est le premier chapitre. Je viens d'expliquer la partie
concernant les rapports qu'on a, la personne avec qui on va devoir contracter, puisque la démarche juridique est assez intéressante dans ces cadres, dans le travail que j'ai pu faire. Parce que lorsque les gens doivent contracter, il faut savoir qui contracte. Sont-ils de bonne foi quand ils vont devoir contracter ou pas? Sont-ils égaux dans les cadres de l'activité en question ou pas? C'est tellement important qu'il aura fallu qu'on puisse vraiment s'écoler au texte, et de sorte que chaque partie du texte puisse prendre son envergure et produire ses effets. Donc, pour terminer très rapidement sur mon approche, c'est que par la suite, quand je parle de la liberté, ce qui confirme la qualité d'humain qu'on s'arroge à un moment donné. On dit voilà, on est humain, puisqu'on est humain, il faut qu'on puisse avoir cette liberté la plus large possible. La conquérir, aller, même donner sa vie pour pouvoir la conserver éventuellement. Être prêt à pouvoir donner sa vie pour ça. Et par suite, je parle du leader naturel. Bien. Donc, quand vous me posez la question, à savoir, est-ce que les responsables qui ont géré nos destinées en Afrique depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, ont-ils démérité? J'ai reformulé la question. Est-ce que ces responsables-là avaient compris l'essence, non seulement des rapports avec ceux qui nous ont soumis dans un premier temps en tant qu'esclaves et par la suite en tant que colonisés, et qu'actuellement nous subissons toujours la même situation, pour établir un rapport tout à fait différent de notre point de vue, pas du point de vue de l'autre, en tant qu'humain, en ayant compris le sens de la liberté ou pas. Si on a compris ça, on est un bon leader. Et puis on peut, comment dirais-je, faire produire ses effets, donner toute l'envergure à la liberté en question de ses concitoyens, et par conséquent leur permettre de pouvoir bénéficier de leurs avoirs, de leurs terres, de tout ce qui leur appartient. Voilà un peu les deux éléments qu'il fallait absolument lier avant de pouvoir parler du leadership. Né leader, on ne peut pas être leader du fait d'autrui, parce que tout simplement à un moment donné, on a eu à être compromis. On a accepté cette compromission avec l'occupant qui vous donne la chaise en disant voilà, vous me gardez mon business ici, j'y reviens de temps en temps pour vous garantir de rester là, je vous donnerai une armée, et c'est ce qui passe dans la plupart des pays. Vous voyez très bien que la France est intervenue un peu partout, a posé ses armées un peu partout pour protéger des régimes. On nous a parlé qu'il y avait un monsieur Foucard à l'époque qui était le faiseur des dictateurs. C'était connu de toute personne. Ça paraissait naturel. Vous voulez avoir les pouvoirs à un endroit donné, il faut travailler avec M. Foucard sous les auspices de M. de Gaulle à l'époque. C'est tout à fait naturel. Et ça continue encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous me dites leader. Si on est leader, partant du principe qu'il y a une personne à l'extérieur de votre pays aurait décidé pour vous, attendez, vous n'êtes pas leader du tout. Le leadership correspond à ce que je viens de déterminer maintenant. Alors, quand on n'a pas répondu à ces principes-là, à ces paramètres, à ces critères-là, ben, on n'est pas leader. Malheureusement, voilà, cette notion-là, il faut la revoir parce que c'est l'objet du chapitre 2 du livre qui explique les mécanismes qui conduisent quelqu'un à devenir un leader. Je ne parle pas du leader tout simple, je parle du leader naturel. Tout à fait. C'est important. On vous comprend bien, mais je crois que l'objet de ces débats, c'est d'ouvrir toutes les brèches, d'ouvrir les pistes pour que les gens qui liront ton ouvrage puissent comprendre bien ce que, en fait, le fil de ta réflexion. Déjà, toujours dans ce même chapitre, parce que là, nous sommes sur le chapitre du leader naturel, vous êtes en train d'évoquer, en tant qu'auteur, essayiste, philosophe, avocat, vous invoquez la notion le terme juridique de génocide, en vous appuyant sur Arnaud Montebourg, qui a écrit un livre très intéressant, en identifiant la France à une machine à trahir. Est-ce qu'on peut dire de même de la Belgique par rapport au Congo? Dire que dans la dégénérescence du Congo aujourd'hui, la Belgique est le ressort de l'imposture et de la confiscation de la qualité d'hommes et de leaders au Congo? Mais avec pertinence, oui, j'affirme encore, au effort que oui. Oui, parce que la Belgique, depuis très longtemps, depuis la nuit des temps, depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui, la Belgique occupe le Congo. N'a pas lâché un seul instant. Les termes génocide auraient pu être applicables, parce qu'il faut rester un peu dans les normes juridiques sur le plan de leur conception internationale. Le mot génocide n'est employé qu'à partir de Nuremberg. Avant, on n'avait jamais employé. Mais ce terme est applicable à énormément de situations qui se sont passées dans la plupart d'entités, un peu partout. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, les Arméniens déclarent à ce qu'on puisse reconnaître les génocides arméniens. Pour autant, le terme est venu beaucoup plus tard, en 1945. L'histoire arménienne précède l'histoire du génocide juif. Néanmoins, ça a été reconnu tel quel. La législation plutôt française, à un moment donné, a reconnu qu'effectivement, ce qui s'est passé en Arménie était un génocide de la Turquie sur le peuple arménien. Donc, on peut légitimement tirer de cet aspect-là une approche qui nous permettrait de pouvoir dire, au Congo, entre 1885 et 1908, les massacres commis sur la population congolaise
par Léopold II dans son entreprise de caoutchouc et ce commerce tout à fait inacceptable a conduit à un massacre qui peut être nommé ou qualifié de génocide. Bien. Et par suite, il se passe quoi? Il se passe que la Belgique revient sur le territoire et réoccupe le pays en tant que colon. Il fait son commerce normal dans les cadres de la nature de l'héroïsme politique tel que je l'explique. J'estime que c'est tout à fait naturel parce qu'il nous appartient aussi de faire la même chose si on peut le faire. Mais si on n'arrive pas à le faire, parce que tout simplement, nous nous considérons en tant que sous-humains à un moment donné, qu'il faut sortir de cet état de sous-humains pour devenir des vrais humains et faire la même chose que les autres. Bien. Les prétentions belges aujourd'hui, pouvoir dire qu'ils nous aident, ils n'ont jamais aidé. En vertu de quoi ils nous aideraient? On n'a rien à voir avec eux. Et en vertu de quoi ils nous aideraient? C'est par rapport à leurs propres intérêts sur le territoire congolais qui sont là et pas par rapport à nos intérêts. Remarquez une chose, ils ont dit qu'ils s'étaient écartés obligatoirement des affaires congolaises, mais dans les années 90, lorsque les panels de l'ONU déclarent qu'effectivement il y a eu pillage sur le territoire congolais par les canals du Rwanda et de l'Ouganda, les Belges, les entreprises belges avaient été totalement impliquées là-dedans. Y compris la Sabena, qui était, comment dirais-je, la société d'aviation principale de la Belgique, donc de l'État, qui a fait faillite depuis lors, a été impliquée dans les commerces de produits qui sortaient du Congo. Donc totalement impliqué. Cela dit quoi? Cela dit que la Belgique est totalement impliquée dans ce qui se passe comme situation macabre sur le territoire congolais. Lorsqu'on ajoute à cela la transition, mais mal ficelée, totalement mal ficelée, on n'a jamais vu dans un pays où on a un président et 4 vice-présidents qui sortent tous de la guerre et tout ça, qui ne sont pas d'accord, comment pouvaient-ils gérer? Eux-mêmes l'ont dit, moi j'ai participé aux élections, c'était ingérable jusqu'à la fin. Et ça donnait quoi? Ça enfantait d'un ersatz d'État. C'est pas un État qu'on a aujourd'hui. Il faut